On est à Mayotte, plus précisément au tribunal judiciaire de Mamoudzou. Et là, au cœur des débats, il y a une affaire qui a vraiment secoué toute l'île. C'est celle du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement, le SIAM. On parle d'un procès qui est tout sauf ordinaire, un procès où on va voir se mêler la gestion de l'argent public, des infrastructures qui sont vitales pour la population et un système de fraude présumé. Alors d'où part toute cette histoire? Eh bien, tout commence avec ce document. Un rapport, et pas n'importe lequel, un rapport accablant de la Chambre régionale des comptes qui date de 2018. Et ce que dit ce rapport, c'est ce qui va mettre le feu aux poudres. Ses conclusions, elles sont sans appel. Elles décrivent un mécanisme très précis. Et c'est justement ce mécanisme qui va envoyer plusieurs responsables et chefs d'entreprise tout droit au tribunal. On entre dans le vif du sujet. Car il faut bien comprendre, on ne juge pas juste quelques personnes isolées. On juge ce qui est présenté comme un véritable système. Et à la tête de ce système présumé, il y a un nom qui revient sans cesse, Moussa Mohammadi. Il a été élu président du syndicat des eaux en 2014, et il y a un détail qui a son importance. C'est lui-même qui le dit, qui le revendique presque. Il n'y connaît rien. Il n'a aucune expérience dans ce domaine. Alors, qui est-ce qu'on retrouve sur le banc des prévenus? Eh bien, on a les figures clés de l'organigramme du syndicat de l'époque. Le président, bien sûr, son directeur de cabinet, le directeur des services techniques, tout le haut du panier si on veut. Et puis, face à eux, il y a aussi plusieurs chefs d'entreprise. Eux, l'accusation les soupçonne d'avoir, disons, bien profité des largesses de ce fameux système. Maintenant, on va plonger au cœur du réacteur. Pour vraiment saisir de quoi on parle, de quoi on les accuse, il faut décortiquer la mécanique de la fraude présumée. Et cette mécanique, elle a un nom assez imagé dans le jargon administratif. On appelle ça le saucissonnage. Alors, le saucissonnage, qu'est-ce que c'est exactement? Le principe, en fait, il est d'une simplicité redoutable. Et surtout, il est complètement illégal. Imaginez un gros marché public. Normalement, la loi impose de faire un appel d'offres, de mettre les entreprises en concurrence. Eh bien là, non. L'idée, c'est de découper artificiellement ce gros marché en plein de petits morceaux. L'objectif, que chaque petit contrat reste juste en dessous du seuil légal de 90 000 €. Et en faisant ça, eh bien, plus besoin d'appel d'offres, on peut attribuer les marchés directement, de gré à gré, sans publicité, sans concurrence. Et l'exemple le plus frappant de cette pratique, c'est sans aucun doute le cas du marché de Sada. Ce que l'on voit là, c'est ce que le tribunal a projeté pendant l'audience. On a 3 bons de commande pour 3 entreprises différentes, mais regardez les montants, ils sont absolument identiques, au centime près. 80 000 € et 20 centimes. C'est une coïncidence assez incroyable, non? Et bien sûr, on est juste sous le fameux seuil des 90 000 €. Alors forcément, le président du tribunal demande des explications. Comment c'est possible? Et là, la réponse de l'un des chefs d'entreprise est, pour le moins, surprenante. Il déclare « Les dieux nous sont tombés sur la tête, monsieur le président. Je n'y peux rien si les autres ont fait du copier-coller. » Oui, un copier-coller. C'est une défense, on peut le dire, assez surréaliste, qui a laissé les magistrats sans voix. Face à des éléments comme ça, on pourrait penser que la défense est compliquée. Et pourtant, la ligne de défense des principaux responsables va être étonnamment uniforme. Presque comme un chœur. On pourrait la résumer en quelques mots. Je ne savais pas. Une stratégie basée sur l'ignorance et une confiance, soi-disant, aveugle. Et ce leitmotiv, on va l'entendre en boucle, notamment de la part de Moussa Mohammadi. À l'audience, il répète « Je ne faisais que signer les parapheurs, je leur faisais confiance. Je n'y connais rien en marché public. » Voilà sa défense. Il met en avant son incompétence, il se présente comme un simple signataire qui validait, sans vraiment comprendre, ce que ses services lui mettaient sous le nez. Et il n'est pas le seul. Son directeur de cabinet, Camille Abdoulaye, chante exactement la même chanson. Lui aussi, il faisait partie du circuit de validation. Mais à la barre, il explique « Avant mon visa, il y avait celui de Monsieur Fardi. C'était les cadres de son service qui étaient chargés de contrôler. Moi, je ne vérifiais pas, je faisais confiance. » La balle est renvoyée à l'échelon du dessous. Toujours cette histoire de confiance. Le schéma se répète encore et encore. On l'interroge sur un autre contrat, cette fois pour du débroussaillage, et la réponse de Moussa Mohammadi, eh bien c'est la même. À propos de son directeur général des services, il dit « Il m'a dit qu'il y avait mise en concurrence, alors j'ai fait confiance. » C'est un système de défense bien huilé. La responsabilité, c'est toujours celle d'un autre. Quatrième partie, à qui la faute? Parce que, forcément, avec cette stratégie où tout le monde se défausse, l'ambiance à l'audience change. Ça se transforme en un immense jeu de ping-pong. Les prévenus se renvoient la balle, les témoignages se contredisent. Le procès devient le théâtre d'accusations croisées. Et le clash le plus frontal, c'est celui qui oppose le directeur technique, M. Fardi, et le président Mohammadi. D'un côté, Fardi affirme « il y avait une entente ». C'était toujours des consignes données par le président
ou le directeur de cabinet. Pour lui, les ordres venaient d'en haut. Mais de l'autre côté, Mohammadi donne une version radicalement différente. Il dit « Fardi, c'est une tête de mule. C'était lui le vrai patron du SIEM quand je suis arrivé. Moi-même, j'avais peur de Fardi. » Deux histoires complètement irréconciliables s'affrontent. Mais attention, l'affaire ne se résume pas qu'au saucissonnage. Il y a d'autres dossiers qui sont examinés par la Cour. Et il y en a un en particulier qui illustre bien l'ampleur du désordre financier présumé. On parle ici d'un contrat colossal, un marché de formation pour les employés du SIAM. Et là encore, les chiffres sont éloquents. Le syndicat a payé pour plus de 17 000 heures de formation. Mais en réalité, seulement un peu plus de 2 000 heures ont été réellement dispensées. L'écart est juste abyssal. Et ça a provoqué la colère du parquet national financier. À l'audience, le procureur n'a pas mâché ses mots, on sentait son exaspération. En parlant de ce dossier, il a lancé « Est-ce que vous vous rendez compte de la gabégie? Vous vous rendez compte de la folie ?» Pour illustrer, il a pris un exemple. 200 heures de formation au risque routier, facturées 99 000 € pour, selon ses propres termes, apprendre aux salariés qu'il faut s'arrêter au feu rouge. Le moment de tension est à son comble lors de cet échange, vraiment glaçant, entre le procureur et le directeur de cabinet. Le procureur lui pose une question très simple, très directe. « Est-ce que vous vous sentez responsable ?» Et la réponse tombe, sèche, immédiate. « Non, monsieur le procureur. » Et les exemples de dérives financières présumées continuent de s'accumuler. On a parlé du débroussaillage. Le contrat initial avait un plafond, 220 000 €. Mais au final, ce sont plus d'1 million d'euros qui ont été dépensés par le syndicat. 1 million, cinquième et dernière partie. Parce que, au-delà des chiffres, au-delà des joutes verbales à l'audience, il y a une question toute simple qui reste. Une question que le tribunal pose. Tout cet argent public, il a servi à quoi au final? Des millions dépensés, mais pas d'eau. Les conséquences sur le terrain, elles sont bien réelles. Et pour les habitants de Mayotte, elles sont dramatiques. On se souvient du marché de Sada, le fameux marché avec les 3 offres identiques. Eh bien, le président du tribunal l'a rappelé pendant l'audience. Aujourd'hui, le site n'est toujours pas fonctionnel. L'argent a été dépensé, les contrats ont été signés en confiance, mais l'infrastructure, elle, ne fonctionne pas. Et ce n'est pas un cas isolé. Même chose pour un autre site qui était pourtant crucial, celui de la Vigie. Là-bas, on a émis des bons de commande en invoquant l'urgence, la crise de l'eau. Sauf que, là encore, le constat de la Cour est amer. Les travaux n'ont tout simplement jamais été faits. Au final, ce procès laisse une question en suspens, une question fondamentale. Quand la confiance devient une faute, qui est le véritable responsable? Dans une chaîne hiérarchique où chacun se protège derrière la confiance accordée à l'autre, où se situe la responsabilité? Où s'arrête la confiance et où commence la faute? C'est à cette question complexe que la justice devra répondre.